Soyez bienvenus, merci de votre fidélité à International, cette émission de TV5 Monde, RFI, réalisée avec le quotidien Le Monde. Notre invité aujourd'hui, Hervé Latsous, merci d'être avec nous, monsieur. Vous êtes secrétaire général adjoint des Nations Unies et en charge des opérations de maintien de la paix. Si je voulais le dire différemment, vous êtes le patron des 125 000 casques bleus, avec un boulot, un job dont on dit qu'il est le plus passionnant au monde. Il n'est sans doute pas le plus simple. Pas le plus simple, mais passionnant, absolument. Je crois que, oui, c'est tous les moments. Alors, on va voir que vous êtes sur 16 théâtres d'opération actuellement dans le monde, donc beaucoup de questions avec Sophie Malibaud de RFI et avec Christophe Ayat du quotidien Le Monde. Beaucoup de questions, peut-être avant de commencer. Regardons ce que représente ce corps, cette armée du monde, comme on dit, investie donc de cette mission fondamentale de tenter de restaurer ou de maintenir la paix. Ils sont sur les 5 continents. Depuis 1948, ils ont une mission, maintenir la paix dans le monde. Les casques bleus, une force composée de plus de 100 000 hommes, des soldats prêtés par les pays membres des Nations Unies, mais aussi des policiers, appuyés par des civils. Sur le terrain, ils protègent la population ou servent de force d'interposition dans les zones de conflit. Une force militaire, certes, mais pas une armée, incapable d'empêcher les massacres en Bosnie dans les années 90. Ou encore ce terrible échec au Rwanda, où la mort de 10 casques bleus belges présageait la future passivité de l'ONU face au génocide. Pointés du doigt pour leur impuissance, les mandats onusiens sont désormais plus ciblés. Port-au-Prince, 12 janvier 2010, un tremblement de terre dévastateur ravage l'île de Haïti. Bilan, plus de 220 000 morts. 12 000 hommes viennent aider à la reconstruction. 16 opérations sont en cours actuellement, la plupart se concentrent en Afrique. Exemple au Mali où plus de 12 000 soldats sont déployés. Objectif, aider les autorités à stabiliser le pays. Une vaste mission alors que le Nord Mali est miné par les terroristes. Des opérations parfois dangereuses. À Kidal, justement, le 12 février dernier, le camp de la MINUSMA est attaqué, faisant 7 morts chez les casques bleus guinéens. À travers cette attaque, on va encore améliorer nos façons de nous protéger. À mon avis, il faut se déployer en dehors du camp pour protéger le camp. C'est aussi la réputation des casques bleus qui est prise pour cible, avec les scandales d'agression sexuelle à répétition. Dernière en date, en Centrafrique, des soldats congolais auraient abusé d'enfants dans un camp de déplacés. Ils sont venus pour nous sauver, mais ils sont venus pour faire du mal. Maroc, Cameroun, Rwanda, au total l'an dernier, 69 cas ont été recensés dans 10 missions, 52 en 2014. Jusqu'ici silencieuse, l'ONU vient enfin d'adopter une résolution qui condamne ces abus. Pour la première fois, il s'agit de mesures punitives. Il est temps de faire le ménage dans notre maison. Une image ternie par les scandales, un engagement moins visible. Aujourd'hui, confrontée à de nouvelles menaces comme le terrorisme, la mission des casques bleus saura-t-elle évoluer ? Aux Nations Unies d'en décider. Je vous le disais, Hervé Latsous, donc beaucoup de questions par rapport à cette actualité. Les casques bleus présents sur 16 théâtres d'opération. Lorsque l'urgence est partout, comment établit-on, j'allais dire, une priorité ? Lorsque vous allez au travail, lorsque vous réfléchissez à cet état du monde, quel est le point qui vous interpelle le plus ? Vous savez, le cœur du mandat du maintien de la paix au cours des 10 ou 15 dernières années, tous les mandats qui nous ont été donnés durant cette période, ils sont centrés sur la protection des civils. Donc, au fond, l'actualité, les événements sur le terrain nous dictent un peu nos priorités. Quand il y a une menace particulièrement forte, particulièrement prégnante sur un groupe de gens, eh bien, nous essayons de nous concentrer là-dessus, ce qui ne nous interdit pas de réfléchir sur l'au-delà. Hervé Latsous, j'entends bien, mais quel est le pays ou quelle est la situation qui actuellement appelle votre urgence ? Moi, je dirais certainement la situation au Soudan du Sud, qui est catastrophique. Un tout jeune Et État. on n'en parle pas. Pardon ? Un tout jeune État en plus. Un tout jeune État, porté sur les fonds baptismaux de l'indépendance dans l'enthousiasme général il y a 5 ans et demi. Et on voit un pays explosé, un pays dans lequel il y a un quart de la population qui est sur le chemin de l'exil intérieur. On parle de dizaines de milliers de morts, on n'a pas de chiffre exact. Dizaines de milliers de morts, moi je pense 50 000, mais peut-être encore beaucoup plus, parce qu'on ne sait pas. C'est un pays qui est grand comme la France et la Belgique réunies, dans lequel il y a 500 km de routes carrossables. Nous avons 12 000 hommes.
pour une population de 11 millions d'habitants. Nous ne pourrons pas avoir un casque bleu derrière chaque Soudanais du Sud. C'est mission impossible? C'est une mission extraordinairement difficile, surtout quand on voit que ni le gouvernement ni l'opposition ne songent vraiment à mettre en œuvre les accords de paix, qui n'ont qu'un souci, c'est de continuer à mener les hostilités les uns contre les autres. C'est aussi un conflit dans lequel le viol est utilisé comme arme de destruction massive, si on peut Les dire. indices sont de plus en plus concordants. Le viol est un instrument de la guerre. Et ce conflit devient de plus en plus ethnique, il devient de plus en plus tribal. Et donc les perspectives d'un règlement global en souffrent directement. Christophe Fayad, Le Monde. Monsieur Latsous, vous disiez, il y a un accord de paix et apparemment il n'est pas mis en œuvre. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce genre de cas? Sanctionner, changer de perspective? Cet accord de paix, d'abord, c'est le énième. Il y en a eu toute une série et aucun n'a été mis en œuvre. Donc la question, c'est comment multiplier les pressions sur les acteurs soudanais du Sud. Et moi, je crois qu'il y a une chose qu'il faut faire en toute priorité, imposer un embargo sur les fournitures d'armes à toutes les parties. Deuxièmement, je pense des sanctions pénales contre tous les acteurs, notamment militaires ou paramilitaires, qui se livrent à autant d'exactions qui sont en fait des crimes, et des crimes massifs. Troisièmement, il faut soutenir plus que jamais les acteurs régionaux, l'Union africaine et l'IGAD, qui est l'organisation sous-régionale, ont choisi l'ancien président du Botswana, M. Morai, pour accompagner et pousser ce processus. Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Si cet accord est mis en œuvre, on progressera. Mais s'il n'est pas mis en œuvre et si les acteurs ne veulent pas le mettre en œuvre, alors on va continuer de s'enfoncer dans le désastre. Mais vous parlez de sanctions pénales. On a un président du Soudan, l'autre Soudan, Omar el-Béchir, qui est inculpé pour génocide et crimes de guerre et crimes contre l'humanité depuis une dizaine d'années et qui n'a toujours pas été appréhendé. Il est toujours au pouvoir et il voyage à l'étranger. Il continue à voyager à l'étranger. Écoutez, ça, je crois que ça appelle une réflexion d'ordre général sur, effectivement, le fonctionnement de la justice pénale internationale. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est quand même pas indifférent, c'est qu'un tiers de ces 125 000 hommes et femmes qui travaillent sous casque bleu travaillent dans ce qui était naguère le Soudan. Le Soudan tel qu'il subsiste, le Soudan du Sud, Abyei, qui est aussi un territoire contesté entre les deux, c'est le tiers de nos budgets, c'est combien de milliards, combien de vies humaines aussi, des nôtres et des populations locales. Alors pourquoi ce drame se déroule-t-il, j'allais presque dire, à huis clos? Bien, je dirais dans une certaine indifférence, c'est vrai, et ça appelle une vraie réflexion. Pourquoi est-ce que... Parce que ça se passe dans un coin dont les gens ne savent même pas très bien où ça se situe. Mais ça appelle une réflexion, mais est-ce que ça appelle pas aussi d'autres actions de la part des Nations Unies? Est-ce que c'est pas de nouveau un constat d'impuissance? Et au fond, qu'est-ce qui a changé depuis le Rwanda, depuis la Bosnie? Il y a 20 ans, hein. Je crois que c'est au Conseil de sécurité qu'il convient de poser les questions, car effectivement, un certain nombre de ces outils, y compris l'embargo sur les armes, par exemple, sont entre les mains du Conseil de sécurité. Je crois que c'est à cet organe qui est au fait notre organe directeur. C'est lui qui nous fixe nos missions, nos mandats. C'est à ce niveau que se situent, je pense, les responsabilités. Si l'on regarde en Afrique, où vous êtes massivement investi dans ces opérations, il y a la République démocratique du Congo également. Vous avez des éléments là d'espoir, d'une stabilisation? Je crois qu'il y a un élément positif, c'est qu'après une période un peu floue, le gouvernement congolais et les Nations Unies ont décidé de reprendre leur coopération sur le terrain. Et je fais référence notamment à la situation dans les Kivu, où nous avons toute une série de groupes armés, non congolais d'ailleurs pour beaucoup. Je pense aux ADF qui sont des rebelles ougandais, je pense aux FDLR qui sont des rebelles rwandais. On travaille activement actuellement pour reprendre les opérations de terrain et j'espère qu'on va franchir une nouvelle étape dans l'efficacité parce que ces populations ont trop souffert. Parce qu'il y a quand même à peu près 20 000 hommes sur ce terrain-là depuis très longtemps et encore des meurtres de masse qui se déroulent à proximité, à quelques centaines de mètres. Il est arrivé que des opérations se déroulent sans que les casques bleus ne bougent. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela aujourd'hui? Vous savez, il faut voir le terrain.
C'est une forêt difficilement pénétrable, dans laquelle il n'y a pratiquement pas de moyens de communication. Les chemins, les routes sont épouvantables. Donc, quand au cœur de la nuit, une équipe des ADF, par exemple, ces rebelles ougandais, tombe à l'improviste sur un village, massacre 50 civils, un quart d'heure après, elle est repartie. Et nous sommes peut-être pas à quelques centaines de mètres, Mme Malibo à quelques kilomètres, mais nous n'avons pas toujours les moyens, au cœur de la nuit, d'intervenir. Donc, ce qu'il faut... Vous parlez de moyens, il y a un vrai problème d'équipement, un problème de... Non, je crois qu'on a fait beaucoup de progrès. C'est là que nous avons déployé pour la première fois des gros drones de surveillance. Je dis bien des drones de surveillance uniquement. Nous avons des hélicoptères de combat. Mais au cœur de la nuit, quand nous voulons essayer de frapper les rebelles, mais ne pas créer de dégâts collatéraux sur les populations civiles, c'est extrêmement compliqué. Il faut une politique de renseignement très efficace, il faut donc du visuel et il faut des procédures très contrôlées. C'est à cela que nous travaillons avec l'armée congolaise et j'ai bon espoir que nous y parvenions. Voilà. Comment est-ce que vous travaillez justement avec cette armée? Est-ce que vous travaillez en bonne entente? Vous avez dénoncé il y a quelque temps le fait que des généraux se trouvent dans cette armée qui sont eux-mêmes, qui ont perpétré des actes, des violations contre les droits de l'homme. Le problème était réel, il s'oppose à tous les niveaux d'ailleurs, mais nous avons maintenant, je crois, beaucoup progressé. D'abord pour faire en sorte que tous ceux qui ont un passé problématique ne soient pas nos interlocuteurs directs. Les autorités congolaises gèrent cet aspect et je peux vous dire que nous sommes arrivés à un point où je ne vois plus de risque majeur pour les Nations Unies. Au contraire, je crois que ce qu'il faut maintenant, c'est travailler dans l'efficacité et dans une confiance retrouvée. Si l'on reste en Afrique, il y avait une situation très préoccupante en République centrafricaine avec une transition, une présidente de transition. Qu'est-ce que vous nous dites également de cette situation? C'est l'un des théâtres sur lequel on attend beaucoup de vous aussi. Je crois que si on compare la situation actuellement en RCA par rapport à ce qu'elle y était il y a 2 ou 3 ans, on a progressé. La sécurité n'est pas parfaite. Il y a encore un certain nombre d'accidents, trop d'accidents, en province notamment. Mais regardez la façon dont se sont passés les 2 tours de l'élection présidentielle. Je crois que globalement, on a progressé vers la stabilité. Maintenant, le nouveau gouvernement, et en saluant au passage d'ailleurs la qualité de tout ce qu'on fait, de tous les efforts de l'équipe de transition. Maintenant, nous allons avoir dans quelques jours un gouvernement issu des urnes, de manière démocratique, et il va falloir s'attaquer à tous les chantiers de fond pour essayer de régler ou de contribuer à régler durablement les gros problèmes de ce pays. Sophie Malibo. En République centrafricaine, il y a eu ce scandale, à répétition d'ailleurs, qui entache l'image des casques bleus, donc les agressions sexuelles par des soldats de la paix, et pas seulement d'ailleurs, puisque des Français de Sangaris ont été également incriminés. Comment est-ce qu'on travaille à remédier à ce type de problème? Oui. On a entendu le secrétaire général qui condamnait, mais au-delà des condamnations. Personnellement, non, c'est lamentable. Notre mission, c'est de protéger les civils. D'imaginer que des casques bleus trahissent la confiance qui leur a été faite, en provoquant davantage de souffrance. Pire encore, parfois, en commettant des viols, voire sur des mineurs. C'est absolument inacceptable. Donc, nous avions pris déjà toute une série de mesures dans le cadre de la politique de tolérance zéro. Mais ce que nous devons viser, mais c'est peut-être un peu de l'idéalisme, mais c'est pas la tolérance zéro, c'est du zéro événement. Mais il faut, pour cela, pas seulement pointer du doigt vers les Nations Unies, nous avons une responsabilité, mais il faut pointer du doigt vers les États contributeurs de troupes. Parce que si des casques bleus se comportent ainsi, c'est qu'ils ont été peut-être mal choisis, qu'ils ont été mal avertis de toute cette problématique, ils n'ont pas été formés. Alors quels sont les garde-fous que vous pouvez imposer? Il faut bien qu'il y ait... Nous songeons à toute une série de mesures. Bon, le Conseil de sécurité a décidé cette semaine que les contingents, quand un contingent collectivement fait l'objet d'un constat de problème systémique, eh bien nous l'envoyons. Mais je n'avais pas attendu cette résolution du Conseil de sécurité pour le faire. Vous déplacez tout le contingent dans ce cas? Tout un contingent, ou lorsque ça se concentre sur, mettons, une compagnie, eh bien, on renvoie toute la compagnie. La même chose d'ailleurs en cas de non-performance sur le terrain, de non-performance militaire.
Je renvoie maintenant depuis 1 an et demi, assez régulièrement, hélas, des unités qui, sur le terrain, ne se sont pas bien comportées. Mais je crois qu'il faut aussi, pour en venir à ces problèmes de conduite... La question, c'était les garde-fous en prévention. Est-ce que vous avez mis en place des mesures? Oui, être beaucoup plus vigilant en matière de préparation des contingents à leur mission, donc les former, les sensibiliser, mais aussi obtenir des États qu'ils prennent leurs responsabilités. Par exemple, créer une cour militaire spéciale in situ dans le pays, une cour martiale. Est-ce que ça a été retenu par la résolution qui est passée à l'ONU en début de semaine? Pas explicitement, mais je pense que c'est vraiment l'un des points sur lesquels il va falloir se concentrer dans les semaines qui viennent. J'ai également proposé que lorsqu'un casque bleu arrive en mission, on enregistre, dans des conditions confidentielles, son ADN. Mais ça non plus, ça n'a pas été retenu. Ça n'est pas encore décidé, mais c'est ce que je vais essayer de développer dans les mois qui viennent. Et la résistance des États les États, c'est un des points, voyez-vous, qui pose problème. C'est qu'à aucun moment, les États membres n'ont voulu renoncer à leurs privilèges en matière juridictionnelle. C'est eux qui se conservent le pouvoir de lancer des poursuites. C'est eux qui s'arrogent le monopole d'un jugement. Moi, je n'ai pas qualité pour lancer une investigation, mais ce que nous pouvons faire, ce que nous faisons, et maintenant en dénonçant nominativement le pays dont les ressortissants sont coupables, eh bien, nous allons créer une pression croissante pour que, enfin, il y ait de la transparence, si on peut dire. Le terme est malheureux. Mais en tout cas, que ce genre de cas ne se produise plus. Une majorité... Monsieur Latsou, vous disiez... Les États ont du mal à accepter de se soumettre aux juridictions, notamment de l'ONU, et même parfois à son parapluie, à son commandement. Oui. Quand la France intervient en République centrafricaine sous sa propre bannière, dans le cadre de Sangaris, et non pas de l'ONU, est-ce que ça vous chagrine comme diplomate de l'ONU, sachant que vous avez été diplomate français aussi? Oui. Écoutez, je crois que c'est pas une question de nationalité. Est-ce qu'on affaiblit l'ONU en faisant ça? Il est certain que dans le cas des casques bleus, ils affectent la crédibilité de nos opérations. Ils trahissent la confiance que leur a vouée une population qui espérait voir en eux les libérateurs d'une violence, de menaces. Donc ils trahissent leur mandat. Et c'est bien pour ça qu'il faut absolument y mettre un terme. Autre point très sensible en Afrique, il s'agit du Mali. L'armée française est intervenue pour éviter que les djihadistes ne prennent la capitale, ne parviennent à gagner le sud. Quelle vision est la vôtre aujourd'hui sur la situation? Elle est en main, elle est tenue? C'est une des missions probablement les plus difficiles que nous avons actuellement. La plus coûteuse certainement en vie humaine. Nous en sommes à plus de 60 personnes tuées depuis 2 ans et demi, 250 blessés. Nous sommes attaqués tous les jours ou tous les 2 jours à la mine, à l'engin explosif, bombardés. Donc, c'est une contrainte majeure. Alors, évidemment, il faut ne pas oublier le contexte général. Et de ce point de vue-là, on a progressé. La situation est quand même devenue beaucoup plus stable. La sécurité très problématique dans le nord, mais aussi malheureusement plus au sud. On a vu les attentats de Bamako il n'y a pas si longtemps. Reste qu'il y a eu l'an dernier signature d'accords par toute une série de groupes armés. Et donc, plus que jamais, la priorité, c'est de progresser dans la mise en œuvre. Parce que c'est ainsi que nous donnerons aux populations du Nord, qui, pendant des décennies, se sont sentis négligés, oubliés, leur donner le sentiment que la paix progresse. Et ainsi, créer une espèce d'union des cœurs contre ces éléments terroristes qui sont à l'origine de tant de malheurs. On en reparle juste après cette pause d'actualité. Hervé Latsous, secrétaire général adjoint de l'ONU, on en parle juste après cette pause d'actualité sur les antennes de RFI et de TV5 Monde. À tout de suite.
Retour international, nous recevons aujourd'hui Hervé Latsous, secrétaire général adjoint des Nations Unies, en charge des opérations de maintien de la paix. Je le disais en vous présentant, en fait, le patron des casques bleus. Nous évoquions le Mali avant cette pause d'actualité. On voit que dans un certain nombre de régions, et même dans beaucoup de pays, dont la France, c'est le risque terroriste qui aujourd'hui apparaît en premier lieu. Est-ce que les casques bleus peuvent être des acteurs pour tenter d'endiguer ou de lutter contre ce terrorisme? Je crois qu'il est très important de bien noter que les casques bleus ne sont pas et ne peuvent pas être un outil de lutte antiterroriste. Ça n'est pas dans la philosophie même du maintien de la paix. Ça peut pas être une évolution possible? Je ne pense pas, parce que nous ne sommes pas conçus pour ça, nous ne sommes pas équipés pour ça. Et en l'occurrence, au Nord Mali, c'est l'opération française Barkhane, après Serval, qui a été mandatée par le Conseil de sécurité pour être le vecteur antiterroriste. Reste la réalité de terrain, que nous opérons sur un terrain où tous les jours, je le disais tout à l'heure, nous sommes attaqués par les terroristes, et aussi, je dois le dire, par des trafiquants en tout genre, des trafiquants en êtres humains, en drogue, qui se déplacent dans toute la bande sahélienne. Et ça aussi, la dimension régionale, c'est crucial. Alors, justement, Hervé Latsous, est-ce que vous n'êtes pas obligé d'en prendre évidemment, acte Madame de cette Balibaud, réalité? nous en prenons acte et nous agissons. Nous avons pris des mesures considérables et sans précédent aux Nations Unies pour durcir l'équipement. Donner davantage de blindés pour mieux résister aux attaques à des véhicules plus sûrs, oui. Des nouveaux équipements, par exemple des radars de contre-batterie sur nos camps pour nous prémunir contre les attaques à distance au mortier ou à la roquette. L'entraînement des troupes également. Et je pense que le nombre des attaques n'a cessé d'augmenter, mais le nombre des victimes parmi les nôtres n'a pas augmenté. Ce qui veut dire que peut-être les mesures que nous prenons ont un certain effet. Mais surtout, il faut continuer à agir également au niveau régional, avec les pays de toute cette bande sahélienne, sinon on n'arrivera à rien. Hervé Latsous, vous parliez justement de la bande sahélienne. Il y a un conflit qui dure depuis des décennies à l'extrême ouest de cette bande, c'est le Sahara occidental. Et on a vu ces derniers jours le Maroc et le secrétaire général s'opposer assez violemment sur un certain nombre, dans le cadre d'un certain nombre de déclarations. Est-ce que vous voyez un jour une issue à ce conflit qui pourrit et peut alimenter notamment le terrorisme chez certains jeunes Sahraouis? Vous avez raison, en particulier sur le dernier point. C'est vrai qu'effectivement, parmi ces jeunes Sahraouis qui n'ont jamais connu que les camps, il y a un réflexe qui peut, pour certains, s'apparenter au syndrome de Gaza. Et on a vu, effectivement, certains jeunes Sahraouis, on les a retrouvés dans les rangs d'Al-Qaïda ou de ses filiales au Nord Mali. Alors, je crois que sur la situation générale autour du Sahara occidental, il y a eu effectivement ces derniers jours des tensions. Chacun a exprimé, le secrétaire général le premier, sa réaction. Il y a des consultations qui vont se tenir au niveau du Conseil de sécurité. Je crois que ce qu'il faut espérer, c'est que des solutions seront trouvées, mais je dois relever le sentiment très fort que le secrétaire général a retiré de son passage dans les camps de Tindouf, et vraiment sa conviction qu'il faut tout faire pour progresser vers une solution négociée. Est-ce que pour vous, ça veut dire aussi qu'il faut tout faire absolument pour que les opérations de maintien de la paix se poursuivent dans cette région? Dans cette région, comme dans beaucoup d'autres, vous savez, il y a un certain nombre de missions qui se sont trouvées un peu figées par l'histoire, mais qui demeurent nécessaires. Prenez l'exemple d'une mission que nous avons depuis 43 ans maintenant, depuis le conflit israélo-syrien sur les hauteurs du Golan. Une mission dans laquelle il ne s'est jamais rien passé pendant 37 ans. Et puis, déclenchement de ce drame épouvantable en Syrie et évidemment, impact immédiat sur notre mission qu'il a fallu reconfigurer, adapter, mais de manière importante dans un contexte dans lequel les deux protagonistes, Israël et la Syrie, continuent à nous dire que la mission doit continuer. Parce que personne n'a un intérêt dans une partie du monde qui est déjà tellement fracturée à voir les hauteurs du Golan redevenir un enjeu de tension et un risque pour la région. Un autre point d'actualité préoccupant, Hervé Latsous, il s'agit du Burundi.
les casques bleus n'y sont pas présents. Une situation, là encore, hors contrôle. Une situation, je ne dirais pas totalement hors contrôle, parce qu'en réalité, il y a une série d'efforts menés par l'Union africaine, par les Nations unies, et en support mutuel, n'est-ce pas, pour convaincre les autorités burundaises, le gouvernement et les différents acteurs d'avancer sur la voie d'un dialogue national qui permette de dépasser tous ces clivages et tous ces dangers. Le président Nkurunziza a dit très clairement qu'il ne voulait pas de casques de quelque couleur que ce soit. Les casques verts que l'Union africaine, à un moment, était prête à avancer, à envoyer. Les casques bleus, idem. Et là, il n'y a pas d'ingérence humanitaire possible? Je crois que quand même, toutes ces pressions, toutes ces visites par le Conseil de sécurité, par le Conseil de l'Union africaine, je crois que ça montre bien qu'il n'y a pas indifférence, à la fois pour le problème du Burundi stricto sensu, mais aussi beaucoup plus largement pour toute cette région des Grands Lacs qui reste extrêmement fragile, fracturée, avec des interactions. Et n'oublions pas que cette région des Grands Lacs, il y a une quinzaine d'années, a été pour la première fois le théâtre de ce qui aurait pu être une guerre continentale en Afrique, et avec combien de victimes qui n'ont pas pu être évitées. Je crois qu'il y a quand même une véritable conscience du fait qu'il faut tout faire pour essayer d'éviter les dérapages. Et alors, on le sait, les mandats mettent du temps à être décrétés, mais il y a aussi un problème de recrutement peut-être, parce qu'il y a déjà 16 théâtres d'opération pour les casques bleus. Comment faites-vous pour pallier à ce problème du recrutement ? À plusieurs reprises, la question a été posée aux États membres des Nations Unies. Est-ce que nous pourrions disposer d'une force permanente déployable presque tout de suite? La réponse des États membres a été non, pour des raisons de principe, pour des raisons financières. Et donc, nous continuons de dépendre entièrement des États membres pour déployer quoi que ce soit. Il y a également cet énorme déséquilibre. Ce sont des effectifs des pays pauvres, ce sont des effectifs des pays du Sud, qui sont en nombre à plus de 90%. Quand je suis arrivé dans mes fonctions il y a 4 ans et demi, on a été à 95% d'effectifs venant du Sud. Ce qui, pour moi, n'est pas acceptable et n'est pas soutenable, parce que le partage du fardeau, il n'est pas simplement entre ceux qui paieraient les budgets et ceux qui paieraient les hommes ou les femmes. Non, il faut que ce soit beaucoup plus structuré. Et donc j'ai engagé toute une série d'actions pour convaincre les pays du Nord de revenir. Les pays de l'Union européenne, les pays de l'OTAN, je n'ai cessé de leur dire, vous allez sortir bientôt d'Afghanistan, revenez vers nous. Eh bien, c'est ce qui est en train de se produire. L'Allemagne qui a décidé tout récemment d'envoyer 650 hommes au Nord Mali. L'Union européenne qui a déployé en Centrafrique, au moment où nous étions nous-mêmes en train de monter en puissance, une mission tampon qui a été idéalement située dans le temps et dans l'espace, qui a fait du bon travail. Je crois que ce sont de bonnes illustrations. Et maintenant, j'étais avec le secrétaire général au Canada il y a quelques semaines pour parler avec le nouveau gouvernement canadien, sous Justin Trudeau, de leur retour au maintien de la paix. On est en train d'en discuter et je suis très optimiste. Donc, vous voyez, les choses bougent un petit peu. Depuis le début de cette émission, nous parlons de l'Afrique, qui concentre l'essentiel de vos interventions. C'est quoi? C'est un problème de ce terreau, c'est un problème de pauvreté, c'est un problème de mauvaise gouvernance, peut-être surtout? C'est beaucoup de cela. Certainement des problèmes de gouvernance, des institutions qui n'ont jamais été totalement stabilisées, des problèmes d'État faillis ou en tout cas en défaillance sérieuse, l'intervention d'un certain nombre d'acteurs transnationaux, des groupes armés étrangers opérant sur le territoire de tel ou tel pays. Regardez un cas un peu emblématique, l'armée de résistance du Seigneur, qui depuis des années opère dans des conditions abominables, mais des conditions totalement rustiques, sans téléphone, sans véhicule, qui enlève les enfants, qui les endoctrine, et ça sur le Congo, République démocratique, sur la Centrafrique, sur les deux Soudans, et puis en partant de leur territoire d'origine, qui était l'Ouganda quand même. Donc, regardez les trafiquants associés aux djihadistes dans la bande sahélienne. Tout cela complique beaucoup les choses. Monsieur Latsous, quel bilan tirez-vous des missions menées par l'Union africaine, notamment en Somalie ou au Darfour?
Non, au Darfour, c'est une opération hybride, mais qui est menée par nous, par les Nations Unies. En Somalie, en revanche, c'est vrai, la MISOM est entièrement menée par l'Union africaine avec notre soutien. Je crois que ça traduit un effort pour progresser dans notre coopération avec cette importante institution, ce partenaire pour nous de tous les jours. Hein. Alors il y a différents modèles, il y a différents, en réalité, cas d'espèce. Et je crois que selon les situations, on essaie de s'adapter. Ce qui s'est passé au Mali, en Centrafrique, était un autre modèle. C'était un modèle séquentiel dans lequel l'Union africaine a déployé ses troupes parce qu'elle était capable de le faire dans l'urgence, ce que nous ne savions pas faire. Mais très vite, nous avons pris le relais parce que l'Union africaine n'avait pas les moyens durables de tenir ses missions. Donc voilà, ce sont des processus que nous essayons de développer. Sophie Malibaud. Est-ce que la mission maintien de la paix des Nations Unies a vocation à se prolonger en Haïti aussi, où elle est assez mal acceptée de la population, notamment parce qu'il y a eu ce problème du choléra qui est donc arrivé dans le pays par les casques bleus népalais? Je crois que, je ne parlerai pas de la question du choléra qui se discute dans un certain nombre d'enceintes, y compris judiciaires. Nous avons annoncé notre position. Je crois qu'il faut surtout voir que depuis presque 25 ans, les Nations Unies ont déployé 6 missions successives en Haïti. Et qu'au point où nous en sommes, quand nous constatons que le deuxième tour des élections présidentielles, qui est maintenant programmé pour le 24 avril, tout cela recule dans le temps et que tous les acteurs politiques haïtiens... Là aussi, problème de gouvernance. Oui, parce que ces politiciens haïtiens sont incapables de se mettre d'accord. On discute, on crée des comités, on vérifie ci, on vérifie ça, et on n'avance pas. Seulement, 6 ans après le séisme. Et oui, alors il faut justement comparer à la situation en 2010, Philippe Dessin. Les Haïtiens doivent se rendre compte qu'ils ont glissé insensiblement hors des écrans radars et que de toute façon, le sentiment au Conseil de sécurité, le sentiment dominant, c'est qu'il est temps maintenant de mettre un terme à la mission des Nations Unies en Haïti parce qu'il y a d'autres priorités qui se sont dégagées ailleurs. Donc je n'arrête de leur dire, écoutez, avancez, progressez, faites ces élections présidentielles, stabilisez les institutions parce que c'est ainsi que vous montrerez que voilà, il faut sortir de tout ça. Il y a encore une très très forte insécurité et l'un des buts de votre mission était aussi de former une police haïtienne. Est-ce que vous estimez que la mission est remplie? Je crois que sur les 2 points, la sécurité a beaucoup augmenté. Il y a des incidents, évidemment, ici et là, mais enfin, l'époque des gangs de Cité-Soleil, elle est révolue. Mais vous ne craignez pas que les troubles actuels politiques, l'instabilité qui Je ne perdure... crois pas. Le premier tour des élections présidentielles, il y a maintenant 3 mois, s'est passé dans des conditions convenables. Et puis, notre objectif, et nous le tiendrons, sera, d'ici la fin de l'année, d'avoir formé au total 15 000 policiers haïtiens. On ne va pas s'arrêter là, d'ailleurs, mais une police moderne, formée, efficace et fidèle à un certain nombre de valeurs qui laissent augurer de l'avenir positivement. Lorsque l'on revoit l'histoire des casques bleus, l'histoire contemporaine récente, on revient sur 2 échecs. C'était le cas dans le petit sujet de l'ouverture de cette émission, notamment sur la Bosnie et sur le Rwanda. Quand on regarde, quand on tire le bilan, pourquoi est-ce que ces génocides ont pu se dérouler? Pourquoi est-ce que la communauté internationale, pourquoi est-ce que les casques bleus n'ont pas pu agir? Je crois que... Pointer du doigt les casques bleus dans ce contexte, il y avait certainement une part de responsabilité, mais je crois que la défaillance a plutôt été une défaillance systémique au niveau de la gouvernance, et y compris au niveau du Conseil de sécurité. Bien sûr. Je crois que c'est bien cela, vous savez, il faut toujours se rendre compte que c'est le Conseil de sécurité qui est à la manœuvre sur tous ces problèmes. Donc les États, oui. Donc les États membres, oui, absolument. Mais est-ce que justement, vous n'avez pas l'impression que les États membres et le Conseil de sécurité ne croient plus vraiment à l'ONU? Lorsqu'il y a des appels de fonds, ils sont de moins en moins remplis. Lorsqu'il y a des crises gravissimes, comme la Syrie, on n'envisage pas du tout de recourir au casque bleu. Mais je crois que je suis le premier, par exemple, à dire que sur la Syrie, le contexte actuel ne se prête pas au déploiement de casques bleus. Vous savez, les casques bleus, ce n'est pas une fin en soi. Ça ne peut être qu'un outil au service d'un projet politique, d'un règlement politique. Alors le règlement politique, il peut être là déjà bien ficelé ou il peut être encore un peu virtuel, et auquel cas on contribue par notre présence à le renforcer, à en améliorer la crédibilité.
Mais ne mélangeons pas, si vous voulez, l'ordre des facteurs. Pour le moment, moi je dis que, et tout en saluant les conversations qui se tiennent en ce moment entre les différents acteurs, je crois qu'il y a la possibilité d'un accord. Et si cet accord se fait, s'il se matérialise, alors on pourra songer peut-être à des observateurs. Mais il y a eu un moment où sans les oublier- observateurs de l'ONU sont allés en Syrie au début du conflit et ils En n'ont pas 2012. été en mesure de travailler. Est-ce que tant que Bachar al-Assad est au pouvoir, vous pensez qu'à un moment ou un autre, l'ONU sera capable d'opérer Moi, je ne me prononce pas sur la problématique Bachar. Je me rappelle simplement qu'en 2012, effectivement, nous avons envoyé 300 observateurs militaires et que l'espoir était que leur présence, justement, permettrait de créer des espaces de paix ou en tout cas de cessation des hostilités. Et en 2012, dans un contexte sécuritaire qui était bien en deçà de ce qu'il est devenu avec maintenant Daesh, Al-Qaïda, enfin, Jabhat al-Nusra et tout ce que nous savons, on n'y est pas arrivé. Et c'est pour ça qu'on s'est retiré très vite. Vous n'y êtes pas arrivé du fait du régime? Non, mais du fait d'un contexte qui était déjà un contexte extrêmement violent. C'est un miracle que nous n'ayons pas eu de mort à l'époque, de mort internationale. Enfin, on a eu un mort syrien parmi un de nos employés. Mais je crois que surtout, le contexte était déjà tellement complexe, tellement fracturé, que l'espace pour nous n'existait tout simplement pas. Christophe Ayad, vous interrogez à l'instant sur le Conseil de sécurité, sur l'Organisation des Nations Unies. Dans quelques mois, il y aura un nouveau ou une nouvelle secrétaire générale. Actuellement, ce Conseil de sécurité ou l'ONU, c'est un peu la photographie de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas les grands émergents, etc. Il faut, pour que ça fonctionne mieux, à votre avis, il faut revoir cette composition, cet équilibre? Je sais pas si le droit de veto, etc. Je ne sais pas si c'est à moi qu'il appartient de se Vous êtes prononcer secrétaire sur la général question, adjoint, on en mais profite. je crois que tout ce qui peut être fait pour renforcer la légitimité et l'efficacité du Conseil de sécurité va dans le bon sens. Alors, il y a eu différentes initiatives qui ont été lancées. Je crois que c'est important, effectivement. Il doit y avoir de nouveaux entrants, les grands émergents. C'est aux États membres d'en décider, encore une fois. Si vous me posez la question à moi personnellement, je vous dirais que oui, sans doute. Ouais. Et je vous dirais que, par exemple, telle initiative visant à contrôler et à restreindre l'usage du droit de veto, il va certainement dans le bon sens. Mais, encore une fois, la décision est chez les États membres. Christophe Ayad, Le Monde. Si on observe le fonctionnement du Conseil de sécurité ces toutes dernières années, on a l'impression d'une sorte de blocage entre d'un côté les Américains, puis de l'autre la Russie, la Chine, notamment sur le dossier syrien. Est-ce que vous pensez qu'on est revenu à une sorte de guerre froide, ou est-ce qu'on se dirige vers une cogérance russo-américaine comme Poutine semble le vouloir, notamment sur le dossier syrien? Non, je crois que dans cet esprit, vous pourriez également parler du dossier ukrainien. Bon, c'est vrai, cette tentation de voir les choses ainsi est réelle. Je crois que ce qui a fait défaut sur un certain nombre de dossiers, et qui ne sont pas des dossiers Est-Ouest nécessairement, c'est qu'effectivement, il y a toute une série de fragilités. Regardez les conséquences, par exemple, du débat au Conseil de sécurité en 2011 sur les opérations en Libye, qui ont été placées à l'époque très largement sous la bannière de la responsabilité de protéger, le devoir de protéger. Et la façon dont les choses se sont passées sur le terrain a alimenté chez certains la perception qu'en réalité, la responsabilité de protéger était un alibi pour des actions visant à changer les régimes. Donc tout ça est extrêmement complexe. Il y a beaucoup de dimensions idéologiques, de dimensions d'intérêt national également. Est-ce qu'on peut attendre des évolutions de la part de la Chine, par exemple, puisqu'on voit maintenant qu'il commence à vouloir proposer des casques bleus et que ce pays souhaite être plus en vue sur la scène internationale? Qu'est-ce que vous en attendez? Non seulement la Chine les propose, mais c'est en œuvre. Pour la première fois, j'ai un bataillon de combat chinois au Soudan du Sud. Et je vais avoir incessamment des hélicoptères militaires chinois dans la région. Donc je crois qu'il y a une vraie évolution. Vous avez vu que le président chinois, en septembre l'an dernier, a annoncé que son pays allait mettre à la disposition des Nations Unies une force de réserve de 8000 hommes. Nous travaillons
avec les Chinois pour regarder les détails un petit peu. Dans le cadre de cet engouement qui a fait qu'en septembre dernier, une cinquantaine d'États au niveau le plus élevé ont promis pratiquement 50 000 casques bleus de plus, ça nous donne une perspective de choix, d'arbitrage, de qualité entre les niveaux d'équipement, les niveaux d'entraînement, la spécialisation des gens. Je crois que tout cela a vraiment ajouté une dimension très nouvelle au maintien de la paix et j'en suis très heureux. On peut avoir le sentiment, peut-être en vous suivant depuis le début de cette émission, Hervé Latsous, que voilà, on fait un peu le tour du monde des crises avec une complexité à les gérer, à les résoudre. Il y a quand même des choses satisfaisantes. Deux pays, on peut penser notamment à la Côte d'Ivoire, on peut penser au Libéria. Absolument. Je crois que ce sont deux situations qui ont été assez catastrophiques en leur temps, et même épouvantables, mais des situations dans lesquelles nous allons pouvoir dire « ça y est, nous avons fait le job ». Je crois qu'il faut saluer le travail notamment des autorités ivoiriennes qui ont fait leur part, mais le résultat, c'est que nous avons maintenant une Afrique de l'Ouest où les choses se présentent de manière incroyablement différente de ce qu'elles étaient il y a 10 ans. Alors c'est vrai qu'autour de l'Afrique de l'Ouest, il y a de nouvelles menaces. Il y a par exemple Boko Haram, il y a la menace sahélienne, mais au moins la situation en Côte d'Ivoire est-elle bien stabilisée. Le pays, vous le savez, flirte avec les 2 chiffres de croissance économique annuelle. C'est quand même pas indifférent, hein, ça donne une bonne indication. Le Libéria progresse aussi. Voilà, je crois qu'il y a des success stories, comme on dit en bon français. Il y aura un sommet humanitaire en mai prochain à Istanbul. Qu'est-ce que vous en attendez ? Je crois que l'intention du secrétaire général, c'est de focaliser l'attention sur tous ces drames qui se déroulent actuellement sur la planète à une échelle sans précédent au cours du quart de siècle écoulé. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de populations réfugiées, déplacées, on n'a jamais eu autant de masse de population en souffrance. On le voit quotidiennement avec les migrants ou les déplacés. Oui. Là, quel peut être votre rôle ? D'agir peut-être sur les causes pour éviter les conflits ? Exactement. Je crois que nous n'avons pas vocation à agir pour contrôler les flux quand ils se déroulent sur le terrain, mais qui peut nier que ce que nous faisons au Mali pour stabiliser le pays ne contribuera pas à terme à réduire ces flux de jeunes Maliens et Maliennes qui veulent tout faire pour s'échapper, pour aller conquérir une vie nouvelle ailleurs. Je crois que... Mais c'est quelque chose dans la durée, évidemment. Nous le disions, Hervé Latsous, vous êtes donc en charge, vous êtes patron des casques bleus depuis près de 5 ans. Qu'est-ce qui va changer ? Qu'est-ce qui doit changer ? Et quel bilan faites-vous de ce parcours ? Écoutez, moi j'ai eu un objectif, enfin j'en ai eu plusieurs. Il y en a un dont on a parlé, c'était diversifier les contributions. Le second, c'est d'améliorer la performance. Alors c'est pour ça que nous faisons d'énormes efforts au niveau des équipements, en introduisant de nouvelles technologies, de la formation et de la préparation, de l'entraînement, des outils aussi sur le terrain. Je suis en train de développer un cadre politique pour avoir pour la première fois aux Nations Unies une politique de renseignement. Qui peut nier que dans un pays comme le Mali, on n'a pas un besoin essentiel pour notre sécurité, pour l'efficacité de nos opérations, d'une politique structurée dans ce domaine. Donc voilà une série de priorités. Merci Hervé Latsous. On peut rêver d'un monde un jour sans casque bleu ? C'est ce que m'a dit plusieurs fois le secrétaire général. Il m'a dit, dans un monde idéal, vous ne devriez pas exister. Et je lui dis, mais comme vous avez raison, monsieur le secrétaire général. Sauf que le monde, malheureusement, il n'est pas idéal. Merci Hervé Latsous d'avoir été notre invité international aujourd'hui sur les antennes de TV5 Monde de RFI. Merci à vous. Émission réalisée en coopération avec le quotidien Le Monde. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouvera la semaine prochaine. Merci beaucoup. Pour un autre tour de table avec un autre invité.